Africa Matin, l'interview. Je suis militant du RDPC, un militant convaincu du RDPC. Et je peux parler. À votre nom, au nom du parti? Je peux parler en tant que militant du RDPC pour toutes les problématiques qui concernent mon parti, qui est le RDPC, et qui concernent le président Paul Biya, qui est mon président. Vous êtes un biaïste? Un dur, pur et sûr biaïste. Ah, c'est pour cela que vous faites pareil que le professeur Charlemagne vous allez sur le plateau des Kinox. Oui, Achille, je voudrais vous rassurer d'une chose. Je n'ai vu le professeur Mayanga Yamding qu'à la télévision, exclusivement à la télévision. Idéologiquement, vous êtes proches quand même? Lui et moi, on ne s'est jamais rencontrés, on n'a jamais été d'intelligence sur un sujet quelconque. Oui. Mais je trouve que ces positions sont des positions acceptables. Donc, par rapport à sa façon de penser, je trouve qu'il a raison. Sur un certain nombre de points, notamment pour ce qui concerne la communication au sein du RDPC. D'accord. Vous pensez comme lui qu'il y a des personnes qui jouent contre le président de la République dans le RDPC? Évidemment, vous savez, dans toute organisation, il y a des personnes qui sont sincères, qui veulent vraiment que les choses marchent comme elles devraient se faire. Il y a aussi toujours des taupes dans toute organisation qui peuvent chercher à faire naviguer les choses dans le sens contraire. Mais le professeur Messanganya disait par exemple que M. Boyomo est un adversaire interne. C'est d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il déprogramme des personnes intelligentes pour aller sur le plateau, pour mettre des cancres qui vont davantage enfoncer le RDPC. Est-ce que vous partagez cette position-là? Non, je ne partage pas cette position. Vous savez que le professeur Boyomo est une icône dans la communication. Il est actuellement d'ailleurs le directeur de l'école qui forme les journalistes au Cameroun. Donc je ne peux pas penser comme ça d'un homme de son rang, ce n'est pas exact. J'ai dit que je peux accepter certaines positions et points de vue du professeur Messanganya Yamding, mais sur cette question-là, je ne suis pas vraiment d'accord avec lui. Et par rapport au boycott, par exemple, de la chaîne Equinox TV, vous n'êtes pas d'accord avec le professeur Boyomo. La preuve, vous étiez sur le plateau d'Equinox Télévision hier. Non, écoutez, je suis militant du RDPC. Je suis spécialiste dans des questions de management public, diplômé de l'Institut supérieur de management public. Je suis à la tête de beaucoup d'autres associations. Ça veut simplement dire que j'ai une dimension multiple qui ne se limite pas seulement à communiquer comme communicant du RDPC. Donc je peux aller où je veux pour des sujets qui n'ont pas toujours à voir avec la politique d'une part. Voilà. Et en tant que militant RDPC, qui connaît exactement l'idéologie de son parti, je peux à tout moment parler du RDPC dans tous les environnements sans pour autant que je m'écarte de la vision du parti. Oui, mais ça veut dire que vous ne respectez pas la hiérarchie, parce que vous avez une hiérarchie qui intervient au niveau de la communication, qui vous dit en ce moment précis, pour des raisons bien démontrées par le responsable de la communication, il ne faut pas aller sur tel plateau. Si vous décidez d'y aller, ça veut dire que vous ne respectez pas la hiérarchie. Je l'ai dit. Qui me l'a dit? Est-ce que vous êtes sûr qu'on me l'a dit? Il a fait un communiqué officiel que moi-même j'ai lu. Il disait que personne n'a pu. C'est passé où? Le communiqué a été publié sur les réseaux sociaux. Ah, est-ce qu'on communique, un parti de RDPC communique donc sur les réseaux sociaux? Pardon, d'accord. Il faut nous laisser, laissez-nous cette comédie. Vous savez, enfin, moi je sais que même vous, Achille, vous étiez convaincu du résultat qui est... c'était sans grand suspense. Voilà, bon, parce que je voudrais dire que l'élection des conseillers régionaux était une élection qui concernait ce qu'on qualifie de grands électeurs. Oui. Ils étaient à peu près tout au plus 24 000 dans l'ensemble de la population camerounaise. Et dans les 24 000, il y avait un peu plus de 10 000 conseillers qui devaient donc être les électeurs. Et sur les 10 000, RDPC seul
avait plus de 9000. Maintenant, l'autre partie des électeurs qui étaient constitués des chefs traditionnels, vous devez quand même savoir que les chefs traditionnels sont des salariés. Non, oui, bon, ils sont des salariés parce qu'ils font quand même... Ils ont été inféodés par le RDPC. C'est-à-dire que le chef d'État a donné un soutien financier. Pas inféodés par le RDPC. Des chefs traditionnels font des choix objectifs sur la base de ce que renvoie l'environnement institutionnel camerounais, qui fait des efforts pour que la politique d'un chef d'État, vous savez que la politique d'un chef d'État, le rôle principal de la politique d'un président, d'un chef d'État, c'est de garantir le bien-être de ces populations des Camerounais. Et si ces objectifs de bien-être sont atteints, je crois qu'il est normal que la chefferie traditionnelle soutienne donc ce gouvernement qui participe à la création du bien-être au Cameroun. Donc, ça ne vous pose pas de problème qu'un chef traditionnel prenne parti pour une formation politique, en sachant bien évidemment que la chefferie traditionnelle doit se tenir, devrait normalement, logiquement, se tenir hors de toute bataille politique pour la cohésion sociale. Achille, qui a dit que les chefs traditionnels ne devraient pas faire de la politique? Les chefs, enfin, moi je pense qu'au Cameroun, jusqu'à présent, les seuls corps qui sont exclus de la politique, ce sont les forces de défense. Voilà, le reste peut faire la politique. Oui. Les chefs traditionnels peuvent faire la politique. En quoi il y a une incompatibilité entre être un chef traditionnel et faire de la politique? Moi, je ne vois pas d'incompatibilité. Donc, ça ne pose pas un problème qu'un chef traditionnel choisisse d'adhérer au RDPC ou à tout un autre parti. Voilà, mais tout cela doit se faire dans le respect des lois et règlements du Cameroun. Mais vous avez dit tout à l'heure que lorsque les chefs traditionnels constatent que le président de la République, par exemple, atteint les objectifs du bien-être du peuple camerounais, il est de bon ton que ces chefs traditionnels aillent voter pour le RDPC. Est-ce que quand vous regardez la situation économique au Cameroun, quand vous regardez la façon dont les Camerounais vivent, vous pouvez vous dire quand même que le chef d'État atteint même seulement les 50% du bien-être du peuple camerounais? Ben, vous pensez quoi, vous, en tant que Camerounais? Quelle est votre opinion là-dessus? Mon opinion est que nous... c'est vrai que c'est pas moi qui pose les questions, mais je voudrais déjà... Mais je réponds à la question. Mon opinion, c'est que c'est pas atteint du tout. Bon, voilà, on est dans une pauvreté extrême et on va de mal en pire. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vais vous donner quelques indicateurs. Oui. D'abord, sur le plan international, il y a le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui chaque année fait un classement sur ce qu'on appelle l'indice de développement humain. Et l'indice de développement humain est basé sur trois critères qui sont d'ailleurs même des critères de convergence. Le niveau de l'éducation dans le pays, oui. Le niveau des institutions de santé dans le pays et le niveau global du PIB par habitant. Et je voudrais vous faire savoir que sans être premier, certes, parmi les 54 États du Cameroun, d'Afrique, oui. Le Cameroun est 20e. Et naturellement devant des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Rwanda, qui sont pourtant les pays qui sont souvent cités en exemple en Afrique. Donc vous voyez que si l'indice de développement humain du Cameroun est donc élevé par rapport à ces pays que je viens de vous citer là, vous comprenez que au Cameroun on fait mieux sur le plan humain. D'accord. En matière d'infrastructure scolaire, la carte scolaire camerounaise peut effectivement donner à être enviée. Mais en même temps, on parlait de ces élections régionales. On a envie de demander à vous qui êtes du RDPC, les élections régionales et puis quoi finalement? À quoi est-ce que ça servait? Est-ce que ça sert véritablement à quelque chose aujourd'hui d'avoir été à ces élections régionales? Qu'est-ce que cela apportera véritablement qu'on n'a pas encore eu depuis 1996 où la constitution sur la décentralisation avait été promulguée?
Oui, je constate qu'au Cameroun, tous les journalistes sont les mêmes. Ah oui? Tous. Je m'appelle Asako. Parce que vous êtes les mêmes dans la façon de poser des questions et d'aborder des problématiques. Poser des questions et laisser le temps à l'invité de répondre. Allez-y. Vos questions sont tellement longues parce que vous voulez peut-être même influencer l'invité à penser comme vous. Dites simplement après les régionales les plus quoi. Oui. Mais parce que tout ce que vous avez ajouté là, vous avez forcément déjà marqué une position qui est la vôtre. Mais malheureusement, pour ce matin, cette position qui est la vôtre ne coïncide pas avec la mienne. Oui. Oui, parce qu'après les élections régionales, et maintenant on va mettre en œuvre donc la mission de ces conseils régionaux. Oui. Voilà. Donc on va d'abord constituer des bureaux. On va élire des bureaux régionaux. On va trouver comment je vais dire, des actifs qui vont permettre à ces conseils régionaux de pouvoir travailler. C'est-à-dire il faut des bureaux, il faut des équipements qui permettent à ces conseillers de pouvoir travailler. Et puis, lorsque tout cela sera réuni, je pense que dans un avenir très proche, on pourra donc maintenant commencer à regarder qu'est-ce qu'ils font au quotidien, comment ils le font. Oui. Et est-ce que ce qu'ils font est conforme à ce qu'on attendait d'eux. Donc pour le moment, il faut d'abord mettre les choses en place pour pouvoir permettre à ces conseillers régionaux de pouvoir s'atteler aux missions pour lesquelles ils ont été élus. Eh bien, monsieur René Botoze, il y a beaucoup de Camerounais qui ne parviennent même pas d'abord déjà à cerner quel sera le rôle des conseillers régionaux. Est-ce qu'ils ne viendront pas jouer le même rôle que les gouverneurs de région? On aimerait un peu savoir davantage là-dessus pour éclairer un peu les lanternes de nos auditeurs. Est-ce qu'il n'y a pas risque de conflit entre le gouvernorat tel qu'on le connaît aujourd'hui et l'existence de ces conseils régionaux? Non, vous savez déjà sur le plan du droit, sur le plan juridique, le gouverneur représente le président de la République dans la région. Donc il découle de ce qu'on appelle le pouvoir déconcentré de l'État. Oui. C'est-à-dire que c'est le marteau du président que le gouverneur a entre ses mains. On raccourcit juste le manche. Voilà. Oui. Et les prérogatives des conseils régionaux découlent de ce qu'on appelle la décentralisation. Oui, les communautés voilà. Décentralisées. Oui, il y a la décentralisation des collectivités territoriales. Il y a aussi ce qu'on appelle la décentralisation des services publics. Donc, c'est un pouvoir décentralisé. Mais les deux, le pouvoir central que le gouverneur représente dans la région et les pouvoirs qu'auront les conseillers régionaux sont convergents dans le sens où tout cela vise à apporter le mieux-être des Camerounais. Donc ils sont complémentaires, oui, sans s'opposer, parce que les délégués régionaux ont pour rôle de penser le développement au sein de leur région, le développement direct. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Les pouvoirs de planification de développement dans les collectivités territoriales décentralisées, oui, dans les collectivités territoriales, bon, ou alors dans les communautés au niveau des villages, des arrondissements, des départements, étaient décidés par l'État central. C'est-à-dire on faisait des projets de développement d'une zone X à partir de Yaoundé. Et parfois on était souvent buté à des situations où Yaoundé pouvait mettre de l'accent dans un domaine qui n'était pas très utile à la communauté. Oui. Alors que si on demandait à la communauté, et ils auraient plutôt choisi tout autre investissement. Je prendrai l'exemple
au nord Cameroun. Il y a eu le choléra au nord Cameroun. Voilà. Et puis il y a une mission publique qui est allée dans cette zone. Au vu des témoignages qui venaient du fait que le choléra, c'est parce que les gens déféquaient dans la nature et quand le pluie arrivait et tout, ça a infecté les sources dans lesquelles les gens s'approvisionnaient pour pouvoir consommer de l'eau, et ça a amené donc le choléra. Qu'est-ce que le gouvernement avait pensé? Ils ont pensé d'offrir des toilettes modernes aux populations de ces régions-là, c'est-à-dire des toilettes vraiment modernes construites en parpaing avec des tôles et tout ça. On a construit à des familles. Ils sont rentrés à Yaoundé. Bon, quand je dis Yaoundé, c'est le lieu où la décision a été prise. Oui. Et lorsqu'il a fallu un an après revenir dans ces endroits-là pour évaluer, on a plutôt constaté que tous ces habitats étaient transformés en greniers. Voilà. Ça veut dire que ces populations, il y avait une inadéquation n'ont pas trouvé important, utile pour eux d'utiliser ça comme toilette, mais davantage d'utiliser ça comme grenier, parce que c'était plus rassurant pour eux de garder désormais leurs économies agricoles là-dedans. C'était... Et donc avec l'avènement des conseils régionaux, ce genre vous voyez, c'est ce genre d'inadéquation, parce que si on avait demandé à ces populations, ils n'auraient pas choisi, donc on leur a conçu des toilettes, mais davantage d'autres. Voilà, Joseph René Mboutouzé, voilà, on va revenir à vous dans un très court instant. On va parler de la SND 30, ce fameux document qui a été servi aux Camerounais il y a quelques jours. Vous êtes un diplômé d'institution de management public. L'Institut supérieur de management public. Voilà, et on va essayer de décortiquer en 2-3 questions et détricoter tout cela pour comprendre si on peut être émergent en 2035 avec la fameuse SND 30. A tout de suite. Nous sommes toujours en compagnie de Joseph René Mboutouzé. Il est militant du RDPC. Et on parle avec lui de ce qui s'est passé tout récemment, à savoir... Achille, mais tu m'avais donné la possibilité tout à l'heure. Oui, rapidement. Oui, voilà. Moi, je voulais demander à M. Mboutou, parce que lorsqu'on écoute l'explication qu'il donne par rapport aux conseillers régionaux, Achille, moi j'ai comme impression... La cohabitation avec le gouverneur, l'administration. Achille, moi j'ai comme impression qu'on est venu... ou alors il y a une intention de récompenser des amis politiques, ou c'est qu'on a envie davantage de mettre les personnes qui ont déjà été quelque part à un endroit. Achille, est-ce que la mairie de ville, dans l'explication que M. Mboutou a donnée, n'aurait pas géré les mêmes responsabilités du conseil des conseils régionaux? Oui, des conseils régionaux. Oui. Si vous me dites qu'il y a par exemple des mairies qui n'ont pas des arrondissements qui n'ont pas plus de 2 mairies, et que dans ces villes-là, on ne peut pas avoir les mairies de ville. Achille, le sous-préfet peut-être aurait pu répondre en ce moment à la place des mairies de ville. Il y a de l'ambiguïté. Vous savez, ça fait pas tout de budget quand même qu'on met partout. Vous savez, le gouverneur à sa part, les conseils régionaux pour eux. On laisse l'invité répondre. Vous savez, le déploiement est une action concertée de beaucoup d'organisations qui sont là pour donner le mieux-être au Cameroun. Chacun a son rôle à jouer. Il y a les mairies, mais le conseil régional est un peu comme une instance de ralliement de ces mairies sur le plan régional. C'est une instance transversale qui permet de coordonner le déploiement dans sa globalité régionale. Or, chaque mairie joue le rôle dans le territoire de compétences qui lui est propre. Voilà. Mais comme il faut aussi une coordination régionale du développement, comme il y a une coordination nationale, un plan national de développement, il y a maintenant aussi des plans régionaux de développement qui sont donc coordonnés par les conseils régionaux. Donc le conseil régional est dans une instance transversale
qui permet de mettre toutes les mairies en mouvement dans la poursuite du développement de la région. Donc chacun a son rôle bien défini et l'État continue naturellement à jouer son rôle. Mais Joseph René qui est incarné donc par le gouverneur. Le seul petit problème qui peut y avoir, c'est parce que le gouverneur représente l'État au sein des conseils régionaux et peut s'opposer à certaines décisions du conseil régional. Mais maintenant, c'est cette frontière-là qu'il faut bien garder pour que des conflits n'arrivent pas. Mais chaque institution a sa place. Voilà. Joseph René Mbutuze, on vous pose la question maintenant de savoir la SND 30. Ce document qui arrive après le DSRP, après le DSCE. On a envie de dire ce document, un document de plus pour quel objectif? Est-ce qu'avec ce document, on va atteindre les objectifs pour l'émergence en 2035? Est-ce que c'est même encore possible quand vous regardez la situation actuelle, au-delà de tous ces documents qui ont été proposés comme boussole de l'économie camerounaise, qu'on puisse un jour rêver à atteindre cette émergence-là? Oui, le Cameroun marque ses pas au quotidien, au jour le jour. Certains Camerounais ne semblent pas le voir, mais il y a vraiment des choses qui sont faites au Cameroun pour que nous puissions aller vers l'émergence. Oui. Je me souviens lorsque je suis à Douala, comme étudiant, c'était dans les années 90, fin des années 90. Ce que je vois de Douala aujourd'hui est totalement impressionnant. Parce que l'autre jour, je vois que je suis parti de PK14. Et de PK14, j'ai pu évoluer sur une route à double sens. À certains endroits, traversant Lok-Bessou. Oui. Et je suis allé pratiquement jusqu'à l'aéroport. Ce n'était que un boulevard. C'est quand même assez extraordinaire. On a un boulevard qui part de PK14, passant par Lok-Bessou, Bonamou, Sadi, Sable, École publique de Dedo, Bessengue, et jusqu'à l'aéroport. Et bientôt même, ça sera jusqu'à la sortie de Douala au niveau du pont de la Dibamba. Mais s'il faut 20 ans pour s'extasier sur un boulevard, parce qu'on a eu droit à un boulevard... Vous croyez que tous les boulevards, les autoroutes qui sont en Europe ont été construits en 5, 6, 7 ans? Oui. Mais ils ont pris du temps pour construire. Bon, vous ne serez peut-être pas là dans 50 ans, quand le Cameroun aura les mêmes édifices ou peut-être les mêmes boulevards qu'il y en a en Europe. Mais est-ce que vous savez qu'à partir de 18 ça ne circule pas? Un jour, il y aura un moment où le Cameroun va atteindre ce niveau de développement. Tout ne peut pas. Les gens disent de façon prosaïque que Paris n'a pas été construit en un jour. Mais on pourrait vous opposer aussi le fait que d'autres pays, vous prenez l'exemple des années 90, d'autres pays avec lesquels on avait le même niveau de développement ont doublé, triplé leur PIB, se sont enrichis pendant que nous, on a marqué le pas sur place, les pas dont vous parliez. Non, vous voyez tout à l'heure, je suis allé dans l'indice de développement et je vous ai cité un ensemble de pays pour lesquels le Cameroun est devant. Oui. Or, des pays qui sont souvent cités en exemple même dans l'environnement camerounais. Maintenant, si je vais dans l'évaluation de la Banque mondiale pour les pays les plus économiquement plus résilients en 2019, je voudrais vous rappeler que le Cameroun, sur les 54 pays d'Afrique, est quand même 18e. Ce n'est pas les premiers rangs. Oui. Ce n'est non plus les derniers rangs quand vous êtes 18e sur 54 pays en Afrique. Vous comprenez? Est-ce que ce n'est pas justement parce qu'on est conscient du fait qu'on aurait pu faire beaucoup mieux? Exactement, c'est légitime. On est en train d'assister aujourd'hui. Tout à fait, c'est légitime pour vous, Camerounais, de demander plus au gouvernement. Mais ce qui n'est pas légitime, c'est de tenir un discours du chaos, comme si rien n'est fait. Reconnaissez d'abord que des efforts sont faits.
Maintenant, demandez, soyez plus exigeants. Personne ne peut vous faire le procès d'être exigeant. Maintenant, si nous revenons sur la stratégie nationale de développement 2020-2030, je voudrais vous dire qu'elle découle d'abord de la vision du Cameroun. La vision du Cameroun qui est portée sur 2035. Cela voudrait dire qu'à cet horizon, à cette perspective-là, le Cameroun devrait être un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Oui. Voilà. Lorsqu'on a posé la vision, maintenant on va poser des objectifs qui doivent permettre d'atteindre cette vision. Voilà. Maintenant, et comment on pose les objectifs qui doivent permettre d'atteindre cette vision? On fait donc ce qu'on appelle la planification stratégique. Justement, c'est peut-être là le problème, c'est que en parcourant ce document, d'autres experts disent que la planification n'est pas en adéquation avec nos objectifs de vision à l'horizon 2035. On pense par exemple au numérique, où l'enveloppe allouée dans ce SND 30 est rikiki, alors qu'on se dit que le Cameroun a une carte à jouer sur la carte, sur l'échiquier du numérique en Afrique, par exemple. Vous savez, si on raisonne toujours sur la base des enveloppes, on ne peut pas vraiment rentrer dans des problématiques de développement. Oui. Parce que faut que les citoyens sortent du paradigme des enveloppes budgétaires et rentrer dans le paradigme de l'efficience, dans le paradigme des économies budgétaires et dans le paradigme de création de la valeur. Vous savez, une enveloppe X qui doit atteindre un résultat Y. Si les choses sont bien faites, on peut avoir un résultat Y plus 1 à partir d'une enveloppe X au préalable. C'est pour cela que nous devons rentrer dans des paradigmes d'efficience. C'est quoi l'efficience? Produire des résultats qui sont attendus au coût les plus faibles possible. Si on réussit donc à produire les résultats qui sont attendus au coût les plus faibles possible, on peut maintenant faire ce qu'on appelle des économies budgétaires qui vont maintenant entraîner la création de la valeur. Voilà. Ces critiques doivent plutôt aider l'État du Cameroun dans le sens donc de pousser vers l'efficience, de permettre de gagner des marges en faisant des économies budgétaires pour optimiser des résultats et créer davantage de la valeur. Moi, je pense que les débats devraient se situer à ce niveau que d'aller tout le temps sur la base des enveloppes. Parce que ce que vous pouvez faire avec 1000 francs n'est pas forcément ce que je peux faire avec 1000 francs. Et c'est pour cela que l'une des stratégies du Cameroun dans la nouvelle... l'une des stratégies du Cameroun actuellement était d'abord donc de partir dans la confection de nos budgets, du budget de moyens au budget programme. Parce que le budget de moyens voulait qu'on affecte des moyens à une entité. Et lorsque les moyens sont affectés, c'est là où on commence à réfléchir quelle est l'utilisation qu'on en fera. Maintenant, nous sommes donc allés au budget programme qui voudrait d'abord que l'entité graisse un ensemble d'activités que celle-ci devrait mener dans l'année, assorti non seulement des résultats qui sont attendus, mais aussi des critères de réussite et des critères de performance. Voilà. Je crois que si cela est appliqué de façon pointue, nous pouvons aller, malgré les enveloppes qui sont prédéfinies d'avance, vers l'efficience, donc vers des économies qui peuvent permettre d'optimiser et de créer de la valeur. Qu'est-ce qui ferait la différence entre le DSCE, le DSRP et la SND 30? Qu'est-ce qui
fondamentalement fait la différence? Qu'est-ce qui fait que les Camerounais aujourd'hui peuvent se dire avec ce document, les amis du RDPC qui sont aux affaires vont enfin s'en sortir? Oui, il y a d'abord en fait, c'est que sur le plan structurel d'abord, la SND 30 prévoit 2 instances que le DC n'avait pas. La première instance, qui est une instance de stratégie, une instance stratégique, qu'on appelle le Conseil national de la planification, qui est une instance de pilotage et de suivi et évaluation. Instance de pilotage et de suivi et évaluation. Donc la stratégie de développement a donc, je veux dire, le Conseil national de développement a donc le rôle de rationaliser et unifier les principaux instruments de planification stratégique, mais aussi de mieux coordonner les actions de développement. C'est-à-dire, il y a une instance donc, qui se situe au niveau stratégique pour penser, évaluer et éventuellement rectifier. Est-ce que vous comprenez? Oui. Bon, mais maintenant, il y a une autre instance qui est opérationnelle. Et là, c'est important de le savoir, qui est le Comité national de suivi et évaluation de la mise en œuvre donc, de cette stratégie. Ces 2 instances n'étaient pas répertoriées dans le DSCE, dans le DSCE et le DSRP. Voilà. Oui, parce que ces instances permettent donc d'encadrer cette stratégie, de pouvoir assurer l'évaluation et éventuellement d'apporter des ajustements rapides. Vous avez vu avec le DSCE, les ajustements ont certes été souvent effectués, notamment à travers ce qu'on appelle les programmes d'urgence. Oui. Nous savons qu'il y a eu le plan neutre, il y a eu le programme d'urgence jeune, ainsi de suite. Voilà. Mais ces ajustements n'allaient pas à la vitesse qu'il fallait. Il y a donc maintenant ces 2 instances de pilotage, l'une stratégique, qui est le Conseil national de la planification, et l'autre opérationnel, qui est le Comité national de suivi et évaluation de la mise en œuvre de la stratégie. Voilà, il y a sur le plan structurel 2 indicateurs qui peuvent nous faire croire que les choses vont se faire différemment et que les résultats qu'on n'a pas pu atteindre avec le DCE pourront véritablement être atteints avec le SND 30. Il est vrai que le DCE lui-même arrive dans un contexte international difficile et davantage dans un contexte national difficile avec l'insécurité dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, l'insécurité dans la région de l'Est et la longue guerre que le Cameroun a engagée avec Boko Haram. Donc à chaque fois, pour pouvoir garantir cette sécurité qui a quand même un coût, oui, il a fallu ajuster la planification qui avait été faite, qui n'avait pas forcément tenu compte de ce que l'État allait dépenser ces sommes énormes pour pouvoir maintenir le Cameroun en paix. Mais même dans le document de stratégie de développement 2020-2030, il y a un problème, Joseph Mboutou, il y a le problème de réduction du train de vie de l'État. Une question qui revient à la suite de la promulgation du budget 2021. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à réduire les dépenses de fonctionnement de l'État du Cameroun? N'est-ce pas simplement, comme on dit, une volonté qu'ont certaines personnes de continuer à, entre guillemets, manger l'argent? Vous savez, pour atteindre des objectifs élevés, il faut se donner les moyens. Parce que vous ne pouvez pas à la fois vouloir des objectifs élevés et poser des problèmes de l'affectation des moyens qui vont avec. Oui. Plus l'investissement va augmenter, mieux encore, le fonctionnement augmentera. Parce que le fonctionnement permettra de payer les ressources humaines, oui, qui doivent accompagner dans le développement, qui doivent accompagner, garantir, assurer la mise en œuvre donc de la planification stratégique de ce développement. Pour y arriver, il va falloir des ressources matérielles, des ressources juridiques
des ressources diplomatiques, et tout cela a un coût. Si nous, l'État du Cameroun doit par exemple organiser le CHAN en janvier 2020 et la CAN en janvier, éventuellement en janvier 2022, le CHAN en janvier 2021 et la CAN en janvier 2022, vous devez comprendre que dans cette perspective, le Cameroun va accueillir des délégations des étrangers. Et il faudra de la ressource pour pouvoir s'en occuper vous-même. Lorsque des gens viennent chez vous, vous ne gardez plus le même budget que vous donnez à madame à la maison. Vous allez quand même tenir compte du fait qu'il y aura des étrangers qui viendront à la maison. Et vous allez ajuster le budget dans le sens de garantir le mieux-être de ces étrangers lorsqu'ils seront chez vous. Donc je vois les gens disent que les dépenses de représentation ont augmenté par rapport au budget de 2020. C'est normal par rapport aux événements internationaux que le Cameroun va organiser dans les 12 prochains mois. Moi je ne vois pas là où il y a le problème, mais de manière globale, retenez que à chaque fois qu'on se fixe des objectifs élevés, il faut aussi se donner les moyens. Ginette Biban. Oui, revenons un peu sur les objectifs de la SND 30, parlant du troisième pilier qui traite de la promotion de l'emploi et de l'insertion des jeunes dans le secteur économique. Qu'est-ce qui sera fait différemment pour ces jeunes? Je crois que au-delà de la planification de l'État, il y a la société civile et le secteur privé qui doivent prendre à bras le corps les problèmes de développement personnel des jeunes. C'est vrai que c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État de lutter contre le chômage. Mais l'État en lui-même ne peut pas donner tout le travail dont les jeunes ont besoin. Il faut, le rôle de la société civile est donc de former les jeunes à... Vous voulez parler des entrepreneurs privés Non, je parle même d'abord de la société civile qui doit former les jeunes à changer de paradigme, à ne pas attendre de l'emploi qui viendrait de l'État du Cameroun, à former une jeunesse camerounaise qui doit aller vers l'entrepreneuriat. C'est le chemin. C'est le chemin. Tout ce que l'État peut faire, c'est d'apporter des accompagnements. Et je crois que dans ce sens-là, avec le plan triennal jeune, l'État a commencé à manifester une véritable volonté politique d'accompagner les jeunes. Mais maintenant, c'est à ces jeunes maintenant d'apporter des projets matures et l'État va les accompagner. Et je crois que dans ce document, donc, il est donc clair que l'État va continuer, comme cela a déjà commencé avec le programme triennal jeune, à accompagner les jeunes. Mais il faut que les jeunes là se forment. C'est ça le plus important. Et l'État donne les moyens aux centres de formation qui sont notamment en dehors des universités publiques. Mais toutes les autres formations d'enseignement supérieur privé, pour que cela puisse réaliser les besoins du gouvernement d'avoir une jeunesse qui est bien formée. Mais ça ne doit pas seulement être l'apanage de l'État. Il faut davantage que la société civile et le secteur privé s'y intéressent aussi. Qui se plaignent souvent de ce que l'État joue en même temps le rôle de père fouettard. Quand on veut entreprendre, ce n'est un secret pour personne. Au Cameroun, quand on veut entreprendre, on est presque on va dire une bête à abattre par certaines administrations. Les facilités qui sont accordées ne le sont pas, c'est-à-dire que sur les textes, vous devez bénéficier de certaines facilités, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Comment on fait pour sortir de ce double langage-là, où on dit l'État accompagne, mais en même temps, l'État, on va dire, est en train de serrer la vis un peu plus? Oui, tout simplement parce que nous sommes dans un environnement institutionnel où le secteur privé aussi ne joue pas franc jeu. Parce que pratiquement, moi je peux vous garantir que
60% des entreprises camerounaises penchent plus vers des fraudes fiscales de tout genre. Et l'État doit être regardant, mais moi je vous le dis, les Camerounais n'aiment pas payer les impôts. Les Camerounais ne veulent pas aller à la CNPS immatriculer leurs travailleurs, payer les cotisations sociales, qui est un ventre mou de développement dans tout pays. Les Camerounais, les entrepreneurs camerounais ne veulent pas le faire. Les entrepreneurs camerounais parfois ne veulent même pas payer les salaires à leurs travailleurs. Moi je vous le dis, vous les voyez dans des restaurants, dans des boîtes de nuit, en train de boire du champagne, faire des grandes dépenses, mais arriver dans leur entreprise, on va vous dire que les gars, là-bas ont 2 mois d'arrêt de salaire et tout ça. Voilà le mauvais état d'esprit des entrepreneurs camerounais. Et si l'État n'est pas regardant, ça va aller de mal en pis. Il faut qu'il y ait un État qui soit vraiment un État gendarme, qui lui permet de garantir la justice sociale. Alors, vous voulez que les privés, qu'on les laisse faire tout ce qu'ils veulent, comme ils veulent, pour qu'ils se sentent glorifiés au Cameroun? L'État apporte quand même des accompagnements, mais chaque fois, lorsqu'on demande les critères qu'ils doivent faire, doit vous faire bénéficier de cet accompagnement, on se rend compte qu'en amont, vous avez posé des actes de gestion qui vous disqualifient du bénéfice, par exemple, de cet accompagnement que l'État veut bien vouloir vous garantir. C'est ça, il y a aussi ça comme problème, il faut dénoncer ça. Voilà. Joseph René Mboutou, on est arrivé au terme de cet entretien. On espère que vous avez passé 3 quarts d'heure intéressantes en notre compagnie. Nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Parler du RDPC qui est très heureux d'avoir remporté une fois de plus cette élection régionale et de la SND, la Stratégie nationale de développement pour les années 2020 à 2030. Oui, je crois qu'avec l'élection régionale, donc, le RDPC a donc déjà tous les leviers. À partir d'aujourd'hui, vous êtes entièrement responsable de l'échec du Cameroun. Oui, le RDPC a donc tous les leviers pour pouvoir actionner le SND 30, parce que nous avions un président qui a été élu à 71% par la majorité des Camerounais. Je crois que lorsqu'on vous donne ces résultats, vous devez être plus rassuré. Et je pense que le chef de l'État est davantage rassuré. Nous avions un Parlement qui va légiférer sur des lois qui vont produire à moyen terme l'émergence. Maintenant, nous avons des collectivités territoriales décentralisées et des conseils régionaux bientôt qui pourront penser le développement à la base et que l'État central pourra traduire en acte pour que en 2035, que la vision portée par le président de la République, son nom Paul Biya, soit une vision de développement gagnante pour le Cameroun. Merci Joseph René Mboutouzé. C'est moi qui vous remercie, Achille.